Alors Sarah Rosenberg, vous avez publié en 2012 Un fil rouge aux éditions de La Contralée, qui a été traduit par Belinda Gorbacho. C'est un roman polyphonique qui construit un portrait fragmenté de Julia, personnage principal, qui est absent. Une femme engagée dans l'action révolutionnaire dans l'Argentine des années 70. Donc on découvre le titre, Un fil rouge, à travers un extrait d'une lettre de Julia, où elle écrit « Comme un fil rouge, la peur nous a peu à peu encerclés ». Donc est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette métaphore que contient le titre ? D'abord, je suis née au nord de l'Argentine et j'ai pas mal parcouru l'Amérique latine. Et il y a une tradition des Indiens des hautes montagnes, c'est les Ichas, les vigognes, avec un fil rouge. La vigogne, c'est un animal très curieux parce qu'elle n'a pas peur de rien, mais si tu mets un fil rouge sur les yeux, la vigogne demeure paralysée, se paralyse. Comme ça, il y a pas mal de poèmes et de chansons sur cette façon de chasser l'animal avec un fil rouge. Et pour moi, c'est une métaphore exacte de la peur imaginaire. Quand le terrorisme d'État s'impose, je crois que la bataille, c'est la peur contre la peur. Et il travaille très bien la peur comme système imaginaire. Tu comprends, chaque personne, c'est un espion. La peur, ça circule. Et nous, on est comme un animal encerclé pour un fil rouge. C'est ça le titre du livre, parce que dans le livre, ça c'est le thème un peu. À Centrale, on voit qu'il y a beaucoup de personnages aussi qui sont dans des positions, des problèmes de conscience, dans des situations de délation aussi. C'est vrai que c'est très présent, je trouve, tout au long du livre. Oui, parce que le terrorisme d'État, ça casse la société, tu comprends? La peur casse notre identité sociale. Et c'est ça que je voulais travailler. Et pas les témoignages pour les témoignages, sinon approfondir un peu sur la peur du phénomène et comment ça s'expande, on dit, comment ça contamine, c'est comme un virus. Et le fil rouge, ça m'a donné une image parfaite pour parler de ces problèmes-là. Il me semble aussi que dans ce titre, il y a une double métaphore, donc celle que vous venez d'évoquer, et aussi la métaphore de la construction du récit. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est un récit très éclaté, un portrait éclaté du personnage, et en même temps, Julia, ce personnage, est le fil rouge de tous ces témoignages. Oui, ça c'est le deuxième thème du fil rouge. Et le fil rouge, c'est aussi le fil de la mémoire. Hein, ça encercle, mais ça rend possible aussi une nouvelle construction. Quand on les touche, on les connaît et ça devient imaginaire, on recommence à parler de notre histoire. Et quand on commence à parler, on casse les silences, le fil rouge se coupe. Et ça recommence comme un autre fil rouge, mais c'est le fil rouge des légendes qu'on a décidé de ne pas oublier, hein, et d'appeler appeler pour la justice. Et maintenant c'est bien parce que la justice, ça arrivait, ça veut dire le génocide, les 40% au moins de génocide, on était jugés. Il nous manque à rencontrer les 350 enfants encore enlevés, mais on a rencontré, on a pu trouver 150 à peu près, je ne sais pas le numéro exact, mais c'est important parce qu'on les rencontre depuis 30 ans et parce que le fil rouge de la mémoire n'est pas coupé. Non? Ça continue. L'histoire, c'est pas quelque chose qu'on coupe et on est en boîte. L'histoire, ça continue. D'ailleurs, vous parlez de mémoire, la démarche de Miguel, donc un des personnages du roman, qui est en train de créer un documentaire sur Julia, et c'est aussi dans une démarche de mémoire justement qu'il veut créer ce témoignage-là. Est-ce que la démarche de ce personnage-là est proche de la vôtre quand vous écrivez le roman? Bon, oui, certainement, oui, parce que
dans un temps très dur comme les années 90, tout le monde essayait d'oublier. J'appelais ça aujourd'hui l'âge du gel, ça veut dire l'âge du néolibéralisme terrible. Il y a des gens qui, pour moi, écrire ce livre, c'était une façon de dire non, de résister l'ordre du pensement unique et l'oubli. Je suis une de plus qu'on a dit ça avec les mères, les familières, tous les gens qui ont gardé la mémoire active et ont lutté pour que ça soit jugé au moins hein, et pour changer ça. Et Miguel, quand il commence la démarche, oui, c'est comme si moi-même commençais à reconstruire la vie. Ça m'intéressait beaucoup, pas de créer un personnage victime non, c'est un personnage qui défend sa position, il défend la lutte d'une génération et c'est une lutte qui continue, qui n'est pas coupée parce que vraiment notre fils et fille, ils continuent la lutte. Hein? C'est l'histoire du pays et le néolibéralisme a voulu dire bon, l'histoire c'est une boîte. Ça commence ici, ça finit ici. Pas d'histoire maintenant. Mais non, nous on a dit non. L'histoire est ici et nous on va lui donner la voix. C'est pour ça, c'est un livre, j'écris pour résister vraiment tout ça et pour penser à la résistance, c'est ça qui m'intéresse. Vous parliez là justement du fait que vous ne vouliez pas créer un personnage de victime. J'ai remarqué qu'il y avait quelques accointances entre certains pans de votre vie et ce que vous racontez sur Julia à travers le livre. Je pense à une phrase notamment qui est une phrase de Julia dans le livre qui est « Je m'en irai sans emporter de rancœur avec moi » au sujet de son expérience en prison. En fait, il y a une phrase qui est citée, une citation de vous, en 4e de couverture du livre, aux éditions de la Contre-Allée, qui est du même ordre où vous expliquez que vous n'êtes pas dans une position de victime, que vous ne pardonnez pas, mais que vous ne voulez pas vous pencher sur le point de vue de victime. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu Oui, sur ma vie, la vie du personnage. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, bon, j'étais prisonnier politique, j'étais amnistié, après j'ai sorti à l'exil. Mais c'est ça, la victime, le système a besoin de victimes. Hein? C'est un produit aussi, la victime. Nous, quand on demande justice, égalité, liberté et tout ça, on n'est pas des victimes. On exige notre droit. Tu comprends? Parce que la victime aussi s'enveloppe et puis bon, ce sont des victimes. Laisse-les crier. Non, c'est pas ça. Les mots, ils sont en poids. Et pour moi, je ne me laisse pas désarmer. Ça veut dire, hein? C'est pas pour avoir pitié. C'est pas pour avoir pitié, c'est pour avoir honte et continuer à lutter. Hein? C'est ça, pour le changement. Ça veut dire que c'est pas coupé encore, non? Et oui, mais Julia, c'est un personnage formé, conformé. Oui, c'est sûr, des choses que j'ai vécues, des choses qu'ont vécu mes amis, des gens que j'ai connus, pas mal de femmes à l'Amérique latine, dans des différents pays de l'Amérique latine. C'est un conjoint de choses, oui. Vous mélangez aussi, peut-être d'ailleurs, du coup, une approche réaliste, on va dire peut-être documentaire, je pense que vous êtes documenté sans doute, et une approche fictionnelle. Oui, je travaille toujours avec les documents. Il y a pas mal de choses qui sont dans les romans, qui sont vraiment des choses qui ont eu lieu. Comme la fuite de la prison, les emprisonnements, la façon d'agir de certains personnages, c'est bien documenté. Moi, j'aime pas utiliser les personnages pour faire un tour et pas citer la réalité. Non? Pour moi, les romans, ces documentaires, ça m'intéresse beaucoup, chaque fois plus. Le document plus que la fiction et tous
tout le mélange entre la fiction et le document. Des choses que faisaient déjà un grand écrivain argentin comme Rodolfo Walsh, qui a été enlevé pour les militaires. Bon, ça, c'est le type de travail que ça m'intéresse beaucoup. Ouais. J'avais aussi une question sur une des thématiques du Salon du Livre de Paris cette année. Donc, bon, déjà l'Argentine, donc ça vous êtes vraiment dedans, mais aussi la thématique l'être au féminin, qui est traitée d'une manière un peu particulière, on va dire, par le Salon du Livre de Paris, mais au-delà de ça, au-delà de la manière dont c'est traité par eux, est-ce que déjà vous êtes touché par cette problématique-là, les questions de genre, et même dans votre livre, c'est précisé qu'elle est prisonnière politique, elle est une des rares prisonnières politiques, il y a surtout des hommes qui sont prisonniers politiques. Est-ce que c'était encore plus difficile à cette époque-là, en Argentine, d'être femme en fait, dans l'action révolutionnaire? Bon, il y a deux questions. Oui. Dans l'action révolutionnaire, on était complètement égal dans l'action. On essayait vraiment de que tous les gens soient égaux. Des fois, il y a des camarades un peu plus machistes que l'autre, mais notre situation était de grande égalité. À la prison, pour la répression, c'est sûr, être femme, c'est pire encore, non? C'est plus vulnérable. Peut-être que les châtiments se doublent, même comme un monde de travail, c'est une autre prison. Hein? Les femmes sont en bas. Oui, il y a une différence, mais pas dans notre idéologie ou dans notre vision de la révolution, l'égalité au moins de parole était là, tu comprends? Nous, on avait les mêmes droits, les mêmes risques et les mêmes intentions que notre compagnon homme. Est-ce que je pense à ça d'un seul coup, mais j'avais lu des textes des Mujeres Libres en Espagne en fait pendant le franquisme, qui disaient justement que dans les cercles plutôt anarchistes là c'était théoriquement il y avait une égalité homme-femme, mais dans les faits c'était pas du tout le cas en fait. Les militants hommes étaient en fait machistes, même si théoriquement ils se revendiquaient égalitaristes. Oui, parce que on luttait beaucoup sur ces thèmes-là dans l'organisation. Hein, des fois, ça marchait, mais des fois, il y avait que mais écoute, tu ne vas pas faire ça parce que c'est difficile, hein? C'est l'amour, mais c'est une position de protection, si tu veux. Hein? C'est ça, oui. Et est-ce que vous êtes sensible à ces questions de genre, justement? Vous habitez en Espagne aussi, en ce moment, la femme... Terrible, oui. On est dans un État national catholique terrible, où les femmes sont châtiées terriblement pour l'Église, pour la pensée, même s'ils sont très hypocrites, parce qu'ils parlent tout le temps de liberté. Mais nous, on commence à être chaque fois plus haut en arrière. C'est un gouvernement et une façon de penser très conservateur. On ne peut pas oublier que nos enfants sont élevés pour des écoles publiques et des écoles privées où l'Église a tous les pouvoirs. Et si l'Église continue à avoir le pouvoir sur l'État, la femme sera toujours écrasée. Et tous les droits sont écrasés. Parce qu'on est des pécheurs, d'abord. C'est ça. En Espagne, on lutte beaucoup contre toute la nouvelle loi parce que c'est terrible. C'est terrible. Et enfin, pour revenir au livre, oui. Donc là vous êtes présente sur le stand de l'association des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais, parce que vous êtes édité à la Contralais. Oui. Comment s'est produite la rencontre avec les éditions de la Contralais? Bon, j'ai un ami en Espagne, un écrivain valencien qui s'appelle Alphonse Cervera. Puis c'est Alphonse qui a lu mes livres, j'ai lu les livres d'Alphonse, on a une relation là. Et puis il venait à la France, il m'a dit bon, j'aimerais bien apporter les livres pour mes éditeurs en France pour voir qu'est-ce qui arrive. En même temps, mon amie Belinda, qui n'est pas ici, qui a traduit, elle était en train de traduire les romans. Puis Alphonse a présenté le livre à la Contralais, Belinda était en train de traduire. Tout ça a fait qu'à un moment donné,
le livre est là, et c'était comme ça. D'accord. Des amis et des amis. Hein? Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'édition en France avec la Contralée ou Oui, autre, ça vient de sortir une pièce de théâtre aux éditions de la Met. Et puis l'année prochaine, 15, ça va sortir mon dernier roman en espagnol, s'appelle Contraluz. Ça veut dire, comment on dit Contraluz? Contre-lumière. Contre-jour. 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 Oui, on continuera, je pense. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à toi.